Bonjour à tous, bienvenue dans ce live de présentation de BS5. L'enregistrement que vous allez écouter s'est déroulé le 22 juillet sur le Discord Battle Squad Event. Katsu et Poniatowski, les deux organisateurs de B15, ont présenté les évolutions qu'il y aura sur l'opus Battle Squad 5 et ont répondu aux diverses questions des personnes présentes. Il est donc temps de vous laisser avec Katsu. Est-ce que vous voyez tous les slides qui s'affichent? Yep, Mhm. Yes, affirmatif. ça marche. Bon, bien sûr, pour l'image, merci ChatGPT, hein, d'où le drum tout chelou, quoi. Ok, on a repris, pour ceux qui connaissent, on a repris le fond de slide de BS Frontline, parce qu'il était un peu plus graphique, il était un peu plus complet aussi, pour faire évoluer le flyer. Et moi, j'aime bien ce slide parce que pour ceux qui ont déjà fait pas mal de BS, ça permet de synthétiser un petit peu les évolutions par rapport au précédent. Donc, en gros, ce qui va changer, c'est les mécaniques de soins, de rechargement. On a des avant-postes qui fonctionneront un peu pareil, sauf qu'au lieu d'être des tentes déployables, c'est juste des sacs à dos qui seront identifiables sur le terrain. On a rajouté l'identité des factions, les packs tactiques, et on a revu le mécanisme des marshals, des limitations terrain et l'organisation en radio. Des petites nouveautés, le manuel du combattant, c'est un truc où en fait on va proposer à toutes les squads d'avoir une espèce de petite synthèse dans lequel il y a des conseils, des astuces, aussi bien au niveau solo qu'au niveau squad, qu'au niveau groupe tactique, qu'au niveau faction, et dans lequel il y aura toutes les infos résumées pour ce qui est radio et RS Alpha. Voilà, ce manuel du combattant, il va venir compléter le flyer, et il peut servir de base pour se préparer pour BS5, voire même pour structurer un peu les équipes si elles ont envie de l'utiliser pour leurs autres games, quoi. Voilà. Bon, là-dessus, assez classique. L'autre truc qui est cool, c'est qu'on a testé sur le petit week-end qu'on a fait la dernière fois, c'était le fait d'avoir une petite soirée autour d'un barbecue la veille au soir. Donc ça a vachement bien marché. Ce qui a surtout évolué, en fait, c'est que la proprio nous kiffe, donc elle est devenue beaucoup plus flex et c'est devenu notre pote, quoi. Et l'autre nouveauté, c'est le fait d'avoir augmenté le PAF. C'est pas négligeable. On l'a augmenté parce que elle nous demande quand même pas mal d'argent et qu'on continue d'investir dans du matos, dans des accessoires de jeu, mais surtout dans le fait de rémunérer les marshals. Voilà, pour être certain d'être le plus incitatif possible, et aussi parce qu'on trouve ça assez juste que les marshals aient une compensation parce qu'ils jouent pas. Du coup, vu que sur BS, on arrive souvent à être assez nombreux, hein, 100 personnes et plus, c'est simple, hein, 100 personnes, 3 euros, ça fait 300 euros à se départager entre les marshals. Ça permet de motiver ceux qui hésitent, ou au moins de les défrayer sur le fait qu'ils viennent sans jouer. Pardon. Les horaires, super important. Clairement, le but pour nous, l'objectif, c'est vraiment d'accueillir tout le monde avant 8h45. C'est-à-dire que 8h45, c'est l'heure sur laquelle vous devez communiquer autour de vous pour dire à tout le monde, à 8h45, vous êtes dans la pelouse, vous êtes équipés, prêts à jouer. Et à partir de là, on déroule. Souvent, le briefing général, ça tient en 5 minutes. Le but est de décaler directement au QG, où là, par contre, on veut laisser du temps pour que les deux factions s'organisent, se préparent. Malgré la préparation sur le Discord longtemps à l'avance, il y a très souvent beaucoup de latence entre les commandants, les capitaines, les squad leaders, sur les radios, sur RS Alpha, sur tout ça. Il y a également, vous le savez, certains groupes qui partent un petit peu à l'avance, les binômes sniper spotter. Et il y a également certaines squads qui pourraient partir à l'avance si certains packs tactiques ont été retenus. Donc ça veut dire que de 9h à 9h30, il faut vraiment carburer, accélérer hyper vite pour faire en sorte que la squad se soit coordonnée et soit OP sur les outils, que les différents interlocuteurs qui vont se parler dans les radios aient identifié à qui ils parlaient. Voilà. Autre chose qui est à noter, c'est tout simplement qu'on a décidé de vraiment faire une pause repas de 1 heure grand max entre midi et 2, parce que ça nous semble être le juste compromis entre une pause bien méritée et le fait que les gens se démotivent pas, pour pas avoir un espèce de coup de mou après la pause repas. Voilà, vu que ça dure que sur une seule journée, ça nous semble être le meilleur compromis. Et puis bien sûr, le soir, on arrête assez tôt, 17h30, mais souvent tout le monde est déjà un peu cramé, donc c'est très bien. Le temps que tout le monde plie, le temps que tout le monde se détende un peu, et on maintient toujours le débriefing collectif à chaud pour ceux qui veulent rester, qui permet à chacun de s'exprimer, qui permet d'avoir des retours
alors que tout est en mémoire etc. Tu dis, si on a un pack tactique, on peut commencer entre 9h et 9h45. C'est-à-dire qu'en fait, tu auras potentiellement une squad qui sera déjà placée en avance de phase. Mhm. Ce serait des packs tactiques style parachutage et que du coup, ça commence. Enfin, c'est une squad qui est figée et qui va commencer en même temps que tout le monde ou c'est vraiment un déploiement avancé? Ouais, c'est ça. On va voir ensemble le détail des packs tactiques après. Et tu as Ok. tout à fait deviné, il y a un des packs tactiques qui est du parachutage et dans lequel effectivement il y a la possibilité de balancer une squad derrière les lignes ennemies en démarrage de partie. Voilà. Ok, désolé pour le spoil. Ah, il y a pas de problème, c'était prévu de donner le détail ce soir des packs tactiques, même s'ils vont être, soumis à modification parce qu'on attend de voir combien il y a d'inscrits, on veut faire attention à notre budget et aussi à l'équilibre du jeu, quoi. J'ai une question alors concernant la chaîne hiérarchique. Au niveau des postes de commandant, est-ce qu'il y a besoin d'une obéissance totale? Alors bon, moi, étant militaire, je comprendrais si on me dit oui, absolument. Mais est-ce qu'il y a une autorisation d'initiative de la part des escadrons de capitaines et des échelons inférieurs, typiquement tout ce qui va être opérateur au contact? Parce que, enfin, je sais pas, mais j'espère que si je mets au niveau d'un commandant, si par exemple il a du mal avec sa radio ou qu'il y a un truc qui passe pas, enfin, tu sais, une rupture de lien hiérarchique, est-ce qu'il y a une possibilité d'autonomie de la part des escouades? Comment ça se passe dans ce cas-là? En gros, en cas de rupture de contact avec la chaîne de commandement, quelle est l'action à prendre vis-à-vis BS? Le spirit sur, Battle Squad, justement, vu que c'est un bac à sable et qu'on donne beaucoup, d'efforts, orga et joueurs, à la préparation avant l'événement, c'est justement derrière de vous laisser le plus de liberté possible. Nous, en termes d'orga, je sais pas si vous avez vu, mais dans le flyer, il y a très peu de «il est interdit de», en fait. On essaye au contraire de dire: «On est obligé de mettre certaines règles, bah, pour que ce soit structuré, pour que ça parte pas dans tous les sens. Pour le reste, c'est vous qui faites le jeu». Donc typiquement, pour répondre à ta question, ça dépend de ton capitaine, ça dépend de ton commandant, mais c'est pas parce qu'on a plus de contact radio qu'on arrête de jouer. Donc, au contraire, nous, on souhaite qu'il y ait des joueurs les plus responsables et les plus autonomes possibles, mais qui aient la capacité à se coordonner, à faire des beaux mouvements de groupe sur le jeu. Je te rejoins parfaitement sur ça, mais je me permettais de poser la question parce que dans des parties 1000 sim, j'ai déjà vu des trucs où, enfin, quand tu es au combat, quand tu es au feu, généralement, tu as toujours une certaine autonomie d'appréciation et je suis déjà tombé dans des scénarios 1000 sim qui étaient très bien, hein, mais où justement, quand il y avait une rupture de contact, bah, en gros, tu faisais plus rien, quoi, parce que tu avais pas la chaîne de commandement, donc c'était out et c'est pour ça que je te pose la question. Moi, je Si je peux ouais. faire un petit rétexte, bah, justement, ça nous est arrivé. Gaunt, qui était notre capitaine, avait envoyé mon escouade tenter un contournement par le nord. Et à un moment, que ce soit moi ou le second de l'escouade, on avait complètement perdu le contact avec Gaunt, on n'entendait plus. Et en fait, on a continué notre petit tour pour chercher des PMA adverses et on a fini par, en détruisant un PMA, en revenant, on a réussi à retrouver notre contact radio. Mais du coup, sur cette phase-là, on était vraiment en autonomie et au niveau de l'escouade, quoi. Ah OK, d'accord, ça marche, merci Kat. Non, mais c'est très clair pour moi. C'était vraiment juste ce petit détail, mais c'est un petit détail qui peut avoir son importance, si jamais tu pas fit sur le sujet, quoi. Mais c'est une très bonne question. Je pense que derrière, il y a l'état d'esprit, voilà, dont je t'ai parlé et puis voilà, c'est quand même, très cool avec Ares Alpha d'avoir une vue en live quand même de où se positionnent les mecs de ta faction et du coup, le but est de, comment dire? De maintenir la structure de la faction. Alors, c'est pas forcément une ligne de front, hein, ça peut être très mobile et cetera, mais forcément, si chaque, capitaine part dans sa direction, si chaque, squad leader part dans sa direction, il y a un moment, il y a un trou et on a vu sur tous les BS, quand il y a un trou, c'est exploité et souvent, il y a dislocation du dispositif et là, tout d'un coup, il y a deux, trois drapeaux qui tombent d'un coup. Donc en fait, maintenir la cohérence de l'ensemble des groupes de la faction a une vraie importance. Je vous propose de ne pas perdre trop de temps sur ce sujet-là et puis on peut en reparler après dans la partie questions. J'enchaîne. Je pense que tout ça, vous l'avez lu. Justement, comme vous voyez, nous, ce qu'on met en avant, c'est que c'est les joueurs qui font le jeu. Et puis, on a des packs tactiques qui vont justement changer ce qui était le cas jusqu'à présent. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les deux factions étaient complètement équivalentes. Et maintenant, les packs tactiques vont amener des petites différenciations, mais équilibrées. Voilà. Je pense que vous avez tous compris le principe qu'on ne prend pas les drapeaux, on ne peut prendre les drapeaux que dans l'ordre. Ce qui est très important au sein de vos factions, c'est de bien dire que seuls les squads peuvent prendre les drapeaux. Les capitaines, les spécialistes, les binômes sniper-spotter ne le peuvent pas. On était obligé de restreindre là-dessus parce que sinon ça crée trop de distorsions et l'idée est vraiment de concentrer le jeu sur le prochain drapeau, même si, comme on va le voir au slide suivant, on a introduit une petite variation avec les drapeaux en arête. Juste, je vais sur une nouveauté qui est que
Avant, quand un drapeau pouvait passer et était capturé, il fallait communiquer son QG, son commandant, qui lui communiquait par radio aux orgas, confirmer que le drapeau était pris ou pouvait être pris. Pourquoi? Parce que justement, il y a une logique de est-ce que le précédent est bien toujours à la faction qui est en train de caper. Maintenant, ce qu'on va faire pour éviter les communications radio avec le QG et la dépendance au QG, c'est qu'on aura justement un marshal présent sur chacun des drapeaux susceptibles d'être pris. Et donc, c'est bien les orgas qui vont gérer en direct et avec RS Alpha sous la main la prise d'un drapeau. Donc, typiquement, si sur RS Alpha, le drapeau précédent est bien de la... C'est les rouges qui sont en train de caper. Si le drapeau précédent est bien rouge, à ce moment-là, il y aura validation pour le marshal sur place qui donnera l'autorisation et donc il y aura basculement en rouge du drapeau sur RS Alpha. Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. On va dire que non. Négatif. Donc on retrouve l'idée des petits concepts qui est important d'ajouter comme dans les slides. Donc le brouillard de guerre au début du jeu, les emplacements de drapeaux sont inconnus, ce qui pousse à ce qu'il y ait une première phase d'exploration du terrain et qui pousse aussi aux différentes squads en fonction de l'organisation de chaque faction à faire des retours radio, donc vérifier qu'il y a eu une bonne lecture du terrain, qu'il y a une bonne lecture de la carte avec les coordonnées par case et qu'il y ait une communication radio. Donc cette phase initiale, elle permet aussi de confirmer que les communications et l'organisation de la faction est en place. C'est une phase pendant laquelle vous pouvez clairement planifier un ordre de bataille, un plan de bataille. Après, cette phase initiale, pour moi, avoir un plan, voilà, il n'y a pas beaucoup de plans qui résistent à la bataille. Souvent, ça devient le chaos. Il vaut mieux prévoir des situations. Et c'est vrai que côté FLAC, vous l'avez très très bien fait. Vous avez très bien compris cette idée-là. La délimitation du terrain, en gros, le terrain fait 80 hectares. On a décidé de jouer sur à peu près 25 hectares, qui est l'endroit où il y a les drapeaux de façon symétrique. Par contre, on a décidé de ne pas mettre des limites de jeu sur RS Alpha. C'est-à-dire que si des personnes décident de contourner largement au sud, elles ne seront pas pénalisées. Ce qu'on a eu sur BS4, c'était des grosses problématiques de gens qui contournaient en dehors des limites du terrain, ce qui du coup n'était pas faire pour ceux qui respectaient les limites du terrain. Du coup, on a réfléchi à beaucoup de solutions différentes. La meilleure solution, c'est il n'y a pas de limite de terrain. Après, si les gens décident de faire un contournement de ouf, eh ben, en fait, ils perdent du temps. Vu que les drapeaux ne peuvent être conquis que dans l'ordre, on a quand même une vraie limite au fait d'avoir des gars qui font 3 km de rando pour aller taper le drapeau de l'autre côté. Ça, c'est pas possible de toute façon. Donc, on s'est dit que c'était jouable comme ça. Si éventuellement cette règle, elle cause des problèmes sur BS5, on y reviendra. Est-ce qu'il y avait des questions sur ça? Sur les drapeaux en arête, par exemple, tu as 3 drapeaux en arête. Est-ce que quand tu es sur un drapeau, tu vois au moins un des 2 autres drapeaux de l'arête, ou est-ce que c'est vraiment des drapeaux qui vont être aussi espacés que les drapeaux qu'on pouvait avoir sur BS4 l'un de l'autre, ou entre guillemets, ça va être assez simple de comprendre qu'il y a 3 drapeaux en arête, quoi, quand on va arriver dessus? Les drapeaux sont quand même assez espacés, Ok, mais ils sont bien à 90 degrés de l'axe principal, tu vois. Ils sont ok. pas à perpète les oies, ils sont pas en avant, ils sont pas en arrière. Sur cette question-là, je vais pouvoir répondre. Les drapeaux sont espacés de 50 à 70 mètres maximum. Et en fait, les trois sont révélés d'un coup. Quand vous allez prendre le drapeau en amont, les trois seront révélés d'un coup. Et il faudra prendre ces trois drapeaux pour accéder au suivant. Et ça, vous allez le voir sur la carte, car ils sont reliés par des traits. Est-ce que ça répond à ta question? Parfaitement. Merci beaucoup. Si on a un marshal à côté de chaque drapeau, est-ce que ça va être pas un peu spoté pour une squad, on va voir un gars tout seul dans la pampa, de se dire en fait le drapeau il est là-bas, quoi. Ou ils interviennent après les premières prises. Alors, les drapeaux sont Oui, c'est une visibles bonne sur la carte. question. Alors, pas pendant la phase initiale, mais une fois qu'ils sont découverts, voilà. Les marshals, effectivement, pendant la phase initiale, on va leur donner instruction de ne pas se positionner trop en avant, trop tôt sur les prochains drapeaux à conquérir. De toute façon, les marshals vont suivre en fait le jeu, donc ils seront toujours plus ou moins au niveau des joueurs. Le premier drapeau, est-ce que comme pour BS4, on connaît sa position ou c'est la nouveauté de BS5, on ne connaît pas la position du premier drapeau? Non, on ne connaît pas la position du premier drapeau. Excellent. Le but est de créer une première phase où on a voulu accentuer ce brouillard de guerre avec une découverte du terrain. Après, voilà, les drapeaux ne sont pas derrière le QG. Voilà, c'est pas, on n'a pas fait un truc complètement fucké où le truc il est dans le coin caché sous une souche, quoi.
Donc, Ça suit une certaine logique. et une progression naturelle. Voilà. Voilà. Donc, juste pour terminer sur ces drapeaux en arrête, le truc très simple, c'est vous ne pouvez passer au drapeau suivant que quand vous détenez les 3. L'équipe en face, même si elle en conquiert 2 sur 3, ne peut pas passer au drapeau suivant. Donc, en gros, l'idée, c'est que ces drapeaux en arrête, ils se retrouvent plutôt de part et d'autre du centre du terrain, de façon à créer un tampon dans la progression pour que le gros de l'action soit au centre du terrain. Attention, on a bien vu sur les BS précédents qu'il y a des moments, il y avait une équipe qui roxait, qui pouvait complètement capturer 3 drapeaux d'un coup, et que après ça continue normal. Donc le tampon, il est là, mais il est complètement surpassable. Voilà. J'enchaîne. Nouveauté sur celui-là, on a décidé de récupérer plutôt les mécaniques de touche qui étaient prévues pour Frontline. Donc là, il y a une vraie évolution. On n'est plus sur la logique du gilet jaune systématique. On est sur la logique où on pousse les joueurs à jouer la chute, à faire un bruit de victime pour faire un peu d'immersion pour les mecs d'en face. Pourquoi? Parce qu'on a eu sur BS4 des joueurs, certes un peu plus tournés 1000 sim, qui nous ont dit les gars, on aimerait trop venir, mais en fait, nous, on peut pas venir jouer s'il n'y a pas un minimum d'immersion et de comportement de touche. Donc, on fait une tentative pour voir si sur un Battle Squad donc classique, non frontline, cette mécanique plus immersive fonctionne. Ceci dit, on a décidé de pas être complètement trop radical et de garder la possibilité d'utiliser le gilet jaune. C'est-à-dire que si quelqu'un déteste prendre des billes quand il est out, eh ben il sort son gilet jaune. Autre nouveauté, on a dégagé la règle des 20 secondes, 40 secondes, etc., qui nous semblait hyper proche de mécanique de Dominical, et on va distribuer des garrots et des brassards. Les garrots et les brassards seront distribués aux médics, dont le rôle est critique, avec, bon, je pense que là, le schéma est hyper clair, hein. On pose d'abord le garrot, ensuite on pose le brassard, ensuite on retire le garrot, ensuite on retire le brassard. Ce sont les médics qui conservent ces équipements de jeu. J'insiste sur le fait que les blessés ne peuvent pas être déplacés. Pourquoi on insiste sur ça? C'est parce que ça nous semble être justement le cœur du jeu en équipe, du jeu en squad, que de savoir gérer ces blessés, de créer une bulle autour d'eux, de créer des stratégies différentes entre ceux qui préfèrent rusher puis s'occuper des blessés, ou ceux qui préfèrent au contraire maintenir leur effectif au maximum, sachant que bien entendu derrière, il y a la règle de démoralisation. Sur BS4, on a eu des groupes, et j'ai la vidéo, puisqu'on avait des équipes de tournage, j'ai des vidéos d'équipes qui déplacent leurs blessés, de mecs qui les soignent en s'allongeant derrière eux en tenant les 2 chevilles, j'ai des vidéos, bon voilà, de mecs qui font un peu n'importe quoi. C'est pas le jeu qu'on a envie de développer sur Battle Squad, du coup on maintient ces 2 règles qui sont un blessé ne peut pas être déplacé et seuls les médics peuvent soigner. Voilà. On a du coup rajouté la sanction, parce que malheureusement, sans sanction, ça ne pousse pas tout le monde à respecter les règles. Du coup, si un marshal, un orga constate un déplacement de blessé, c'est démoralisation de la squad. Et comme beaucoup de mécaniques de jeu, si elles ne sont pas respectées, la squad est démoralisée. On n'est pas là pour filer des mauvais points, des bons points. On n'est pas là pour engueuler les joueurs. Ils sont démoralisés, donc ils perdent du temps, donc ils jouent moins. Et ça libère de l'espace à l'équipe qui joue bien. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Pas de limite de soins. On peut soigner un mec 150 fois dans la matinée, il n'y a pas de souci. Aucune limite de soins. Très bien, merci. Ce qui change pour le respawn, c'est que, comme avant, il y a le QG qui est toujours là au cas où, et puis il y a les avant-postes. Les avant-postes qu'on va faire, c'est que c'est plus des tentes à monter, ce sont des sacs à dos dans lesquels il y aura une antenne à radio. On est en train de travailler sur une petite ambiance sonore, on va voir si justement le budget nous permet de le faire, de façon à ce que les sacs à dos soient repérables aussi bien par la faction qui l'a déployé que par les ennemis, ce qui en fait un objectif de jeu en tant que tel. Et donc, le principe est simple, c'est que si il est désactivé, il y aura un petit foulard rouge qui sera sorti d'une poche et qui sera mis en évidence sur le dessus par la squad adverse qui l'aura désactivé. Et il ne peut être réactivé que par un capitaine. Donc voilà, ça donne aussi une prérogative vraiment en plus au capitaine, et ça pousse aussi les capitaines à faire de la colonne vertébrale et pas être forcément au front avec un drapeau dans la main à charger à la baïonnette. Ce qui est cool aussi, mais qui déstructure les factions. Voilà. Il y en a qui ont fait Chacun ça? fait ses choix.
Oh bah Gaunt, il s'est bien baladé avec un drapeau. Ah, j'étais pas au courant, ça. Ah, je rigole. Je vois pas de quoi vous parlez, franchement, je suis sage, moi, sur les BS, hein. Franchement, je comprends pas, j'ai pas vu ça, hein. C'est l'innovation tactique, ça. J'avais une petite question justement sur la mécanique de désactivation et de réactivation. Est-ce que quand on désactive un avant-poste, faut qu'il repasse par le QG pour le réactiver? Non, non, on a enlevé cette règle-là, mais il ne peut être déplacé que par le capitaine. OK, et admettons, on est 2 capitaines sur le truc, on se fait, ravaler la gueule par une escouade adverse qui désactive le truc, on est tous les 2 out. Qu'est-ce qu'on fait? On repart avec notre petit pactage, respawné quelque part? Ou est-ce qu'on est obligé de laisser l'avant-poste et potentiellement, qu'il soit bloqué par l'ennemi? Non, reprenez-le, faites l'aller-retour au QG, et une fois que vous êtes respawn, vous pouvez le repositionner quelque part. Vu qu'en plus ça dure que sur une seule journée, ça passe quand même très très vite, je pense que tous les anciens pourront confirmer, et du coup le but c'est enfin voilà, de pas vous faire perdre du temps avec des allers-retours, de faire quelque chose de dynamique. OK, top. C'est une très bonne question. J'ai oublié de répondre à il y avait Gros qui a changé son pseudo depuis. Quentin. Bref, non, il n'y a pas d'objectifs secondaires qui ont été prévus sur BS5. On s'interdit pas d'en rajouter avant l'événement. Ça dépend de la quantité de joueurs. Parce que ce qu'on a vu sur BS4, c'est que les objectifs secondaires avaient tendance à beaucoup disperser les commandants et les capitaines, ce qui a amené des déstructurations des factions. Ce qui est intéressant, hein. Le but, c'est pas juste de faire des lignes et de se tirer dessus sans bouger, mais ça a pris trop de place. Donc là, on n'en a pas du tout fait une priorité. Si on voit qu'on est suffisamment nombreux et que nos commandants et capitaines sont suffisamment impliqués, on pourrait éventuellement en rajouter. Ok, merci. Yes. J'enchaîne, histoire que la présentation dure pas hyper longtemps non plus. Donc ça, c'est une nouveauté qui nous semble être hyper importante, c'est le fait de plus avoir à retourner au QG pour recharger ses billes. Bien entendu, on ne recharge pas en dehors des points de respawn, donc il faut retourner à l'avant-poste si ces chargeurs sont vides. Mais par contre, on ne perd plus de temps à faire des longs allers-retours jusqu'au QG pour recharger les chargeurs. Voilà. Comme vous pouvez le voir, si quelqu'un sort un BB loader et recharge un chargeur en dehors d'un point de respawn actif, démorisation de la squad pour que ça rigole pas sur cette règle-là. Voilà. Des questions? J'enchaîne. Pas de changement sur la démoralisation. Le point sur lequel on va essayer de vraiment faire de la communication. Alors là, 2 mois avant l'événement, c'est un peu trop tôt. Mais quand les effectifs commenceront à être vraiment en place sur les derniers lives et sur les dernières annonces, on mettra en avant le fait de mettre à jour le statut de la squad sur Ares Alpha le plus vite possible et le plus systématiquement possible, parce que c'est vraiment important pour que les autres membres de votre faction sachent si vous êtes toujours opérationnel, et ça pousse aussi au silence radio, à l'exception près que le capitaine peut recevoir un message qui va dire qu'ils sont out. Voilà. Mais en dehors de ça, aucune autre information ne doit être transmise avant que l'équipe revienne en jeu. J'enchaîne. Je pense que là-dessus, vous avez bien compris. Surtout côté flag, vous avez vachement intégré la dimension RP. Franchement, ça fait grave plaisir. On fournit toujours les brassards de couleur. On a des bandes de scotch également à fournir pour ceux qui voudraient renforcer leur identification. Donc, n'hésitez pas à les demander quand vous arrivez le matin ou à arriver avec vos propres bandes de scotch de couleur, évidemment. Je pense que sur les rôles, c'est assez clair. Il y a des fiches de rôle de BS4 qui sont toujours disponibles. Donc là-dessus, n'hésitez pas à les consulter. Elles restent valables, à part quelques petits détails. Mais le manuel du combattant intégrera toutes les fiches de rôle. Et donc, vous retrouvez toutes ces infos détaillées. Le manuel du combattant, il sera disponible courant du mois d'août. On a vu là que dans les inscriptions, il y avait encore pas mal de squads où il y avait 3, 4, 5 personnes. On se laisse le mois d'août, sachant que bon, tout le monde part en vacances, donc on se doute bien que ça va pas non plus hyper bouger. Mais par contre, la dernière semaine d'août, il y aura pas mal d'annonces et on vous demande, vous capitaine, squad leader, commandant, de faire le tour de vos squads et d'aller chercher les gens, quitte à passer des coups de fil un par un, parce que ce serait cool que 3-4 semaines avant l'OP, on ait le gros des effectifs qui soient inscrits et qu'on puisse faire les bonnes répartitions de quels squads sont avec quel capitaine, etc. etc. Sur le dernier BS, on avait une certaine flexibilité sur le nombre de mecs par squad. Je sais que c'était entre 7 et 9 de mémoire. Est-ce que là c'est pareil ou c'est un peu plus carré? Parce qu'en fait moi j'ai un gars, il est pas sûr de venir, donc normalement je suis full effectif
et peut-être un gars qui voudrait venir, mais il est pas sûr, elle sort au dernier moment. Donc c'était pour savoir si c'était jouable ou pas. C'est carrément jouable. Le but, encore une fois, c'est pas de restreindre, mais c'est de créer les conditions d'un jeu équilibré et dynamique. Si une squad se retrouve à 10, c'est un peu la limite haute. Nous, on considère qu'il faut être au moins 8. Et si ensuite il y a une squad où il manque une personne, bon, bah ils seront 7. Le but, c'est aussi de jouer avec les autres squads qui dépendent du même capitaine à côté, voire celles qui dépendent pas du même capitaine. Et donc, c'est complètement faisable. Est-ce que ça répond à ta question? Yes, top, merci. Et pour les inscriptions de dernière minute, tout ce qu'on vous demande, c'est de nous prévenir. Forcément, dans la dernière quinzaine avant l'événement, on a beaucoup de choses à faire. Et donc, pour mettre à jour les tableaux des inscriptions, mais également les documents, puisqu'il y a les organigrammes de factions, prévenez-nous au plus tôt, comme ça nous laisse le temps, un peu de flexibilité pour gérer nos différentes tâches et communiquer à tout le monde. Est-ce que tu peux nous les partager, peut-être les organigrammes? Parce que moi, ça me dérange pas de le mettre à jour en fonction des équipes qui seront affectées suite aux réunions. Ça vous enlève du temps de travail. Oui, mais alors ça, on le fera, si tu es d'accord, à partir du mois de septembre. Pour nous, c'est important de participer, pas de contrôler, hein, mais de participer à comment les factions s'organisent. Parce qu'on a vu qu'il y avait quand même des diversités de niveau de préparation. Et en fait, on essaye d'équilibrer et parfois ça nous pousse à pas mettre tous les plus expérimentés ensemble avec le même capitaine parce que sinon en fait on se retrouve avec des grandes différences de jeu au sein de la même faction et sur BS4 on a vu que ça pouvait poser problème. Donc du coup on te fournira bien entendu l'organigramme, on aimerait juste que l'organisation de la faction elle soit faite en nous consultant. Comme ce qu'on fait actuellement, en fait. Ce qu'on avait convenu lors de la réunion qu'on avait fait sur le squad de commandement. Je pense que c'est le bon équilibre entre orga et responsabilité des commandants pour gérer leur faction. Là, il y a un petit changement sur ce slide qui indique que justement, il y a quand même un groupe de commandement où on retrouve commandant et capitaine, et que derrière, il y a des groupes tactiques. Vous pouvez décider de les appeler autrement si vous le souhaitez. Nous, on a décidé de les appeler groupes tactiques, où en gros, il y a un groupe tactique par capitaine, avec le nombre de squads et le nombre de joueurs qu'il y a dedans. Les sniper spotters sont considérés comme indépendants, mais comme le schéma le montre, ils dépendent directement du commandant. Ils sont en gros ses yeux et ses oreilles, même si rien n'empêche de les utiliser comme vous le souhaitez. Et rien ne les empêche de communiquer avec n'importe quel autre membre de la faction. Et d'ailleurs, ça vaut pour tout le monde. Tout le monde a le droit de communiquer avec qui il veut dans la faction. C'est juste que nous, on propose une organisation hiérarchique et radio pour fluidifier le tout et parce qu'on a constaté que c'était ça qui marchait. Ça, là-dessus, les canaux radio. On a effectivement décidé de rebasculer, réorganiser les plages radio PMR 446 de façon à ce qu'on n'entende plus les canaux en face. On a également prévu de faire un atelier Discord et physique pour faire de la config radio pour ceux qui ne sauraient pas configurer une Baofeng. Malgré le fait d'envoyer l'info, malgré le fait de proposer des lives à distance et malgré le fait de proposer encore de la config sur place, on sait qu'il y aura toujours des couilles. Ceci dit, le fait d'avoir les canaux de commandement qui sont les plus éloignés possibles et les canaux de groupes tactiques qui sont les plus éloignés possibles, on se dit que ça va réduire le fait d'entendre les groupes adverses. Typiquement, en étant capitaine sur BS4, j'entendais 2 capitaines en face assez régulièrement. Ça m'a pas permis de lire toute leur stratégie et leur positionnement, etc. Mais ça me permettait quand même de comprendre des choses, et ça, c'est pas cool. Et le deuxième truc, c'est que ça a coupé aussi la qualité du signal radio pour moi. Et donc, on a décidé de se réorganiser comme ça pour réduire la gêne. On va voir si ça marche. Si je peux me permettre une petite intervention. Oui. Pour ça, il faudra faire un peu de sensibilisation parce que en fait, il y a des paramètres à régler dans la Baofeng, notamment la taille du canal qui est importante et qu'il y a beaucoup de monde qui fait pas de base. Parce que de base, en fait, elle est sur un canal qui est 2 fois trop large pour du PMR 446. C'est le critère principal pour éviter le problème. La puissance d'émission rentre en ligne de compte. Je suis pas un expert technique, mais ce sont des sujets qu'on a justement prévu de mettre en avant pendant les ateliers et sur Discord. Il y aura en fait des lives dédiés à la préparation radio et à Arras Alpha. Et il y aura également, comme je vous le disais, des informations, des fiches de préparation qui seront diffusées au sein des factions. Après, aux factions de s'organiser, etc. Aux squad leaders surtout, de prendre la responsabilité par rapport à leur radio. Et puis, on a prévu également qu'il y ait l'un des marshals qui, pendant un petit temps d'accueil le matin, sera disponible pour faire la config pour ceux qui n'y arrivent pas.
Si quelqu'un a un fichier d'un PMR 446 bien configuré, j'ai l'outil pour mettre à jour ma radio, je suis vraiment chaud si on peut le partager sur un truc public. Oui. Et deuxième question, il n'y a pas de canal radio pour les communications intra-squad. C'est entre squad Papa et Charlie ou c'est à l'intérieur de ma squad, on n'a pas de radio pour parler entre nous? Voilà. Intra-squad, c'est au sein d'une squad. Inter-squad, c'est entre les squads. Et donc, D'accord. le problème qu'on a eu, c'est que tout simplement, quand tu te retrouves avec, on est donc à déjà Ouais, je pas sais. mal d'indicateurs radio, tu vois. Et le problème, c'est que si on donne un canal à chaque squad, c'est mort. Sachant que nous, on s'est réservé 2 canaux Orga, un canal Orga officiel qui est sur le canal 1 et un canal entre nous pour gérer les urgences, la sécurité, puisque ça avait été également un point qui avait été remonté, c'était de rendre plus costaud notre gestion des accidents, hein, et problèmes de santé éventuels. Ok. Je reviens sur le flyer. Donc, en fait, à cause des 16 canaux disponibles, on ne peut pas donner un canal par squad. Ceci dit, ce qui est très intéressant, c'est que ça permet aux différentes squads, plus leur capitaine, d'être sur le même canal et du coup de se concentrer sur l'essentiel et sur la coordination. Ce qu'on trouve super intéressant, c'est que la brique de base de Battle Squad, c'est la squad et que la taille de jeu, c'est le groupe tactique en fait. Et donc, à chaque capitaine d'organiser des rotations, de gérer ses différents groupes, etc., le terrain commande, etc., etc. Mais du coup, le mieux est de dédier une, voire deux personnes sur la radio par squad. Et pareil, dans les squads de capitaine, il faut que ce soit ou le capitaine ou son second qui soit sur les radio. Et en fait, c'est ça qui est le plus fluide. Ok, bien pris. L'autre truc, c'est que la règle de démorisation oblige les squads à garder un contact visuel. Donc ça veut dire que normalement, il y a toujours possibilité, grosso modo, ou de se parler, ou de se faire de la communication gestuelle. J'enchaîne. RS Alpha, vous connaissez, rien de nouveau. Il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont sorties. Et justement, on a prévu de les exploiter, et en particulier dans les packs tactiques. Du coup, pack tactique, je vais vous montrer notre document dans lequel on a commencé à rédiger les types d'avantages. Je vous laisse découvrir ça et poser vos questions si vous en avez. J'en ai une directe, moi. Alors, je suis arrivé un peu en retard, mais je vois barbelé. Qu'est-ce que c'est, un barbelé? Alors, un barbelé, c'est un fil de fer D'accord. non dangereux, enfin, sauf pour les boulets, quoi. Voilà. Et en gros, c'est un fil de fer enroulé qui va être tendu sur une paracorde et qui va permettre de délimiter des zones du terrain et donc de rendre certaines trajectoires pas possibles, et ce qui va permettre de libérer des effectifs qui auraient dû défendre dans telle ou telle position. D'accord, ok. Et comme vous pouvez le voir, il y a un seul pack tactique, le groupement aéroporté, qui lui dispose pour une seule de ses squads d'un équipement de brèche, où il va se trimballer une pince Monseigneur et qui pourra couper le barbelé, le fil de fer, et qui pourra passer avec la possibilité uniquement pour cette squad-là de le faire. Ce n'est pas parce qu'ils ont coupé le barbelé que les autres squads pourront passer dans le trou ouvert. Est-ce qu'on pourra la réparer le barbelé? Parce que je vois venir le truc où les gens vont voir un trou et ils vont passer même s'ils n'ont pas le kit pour. Est-ce qu'il y a si par exemple on prend le pack 1G, on a moyen de réparer le barbelé, mettre un truc pour pas que il soit définitivement inutilisable, qu'on puisse pas le redéployer ailleurs ou ce genre de truc? Très bonne question. Je le note et on va y réfléchir et on communiquera là-dessus. Dans l'idée, il y a une squad qui se trimballe la pince, mais ne l'utilise pas. Ça leur donne juste le droit de passer à travers le barbelé. Donc le barbelé, lui, sera intègre. Et Ok. il va rester intègre. Les autres squads seront bloqués. Ok, ok. Il y a un truc que j'ai oublié de vous préciser tout de suite, enfin je l'ai dit au début, mais pour ceux qui sont arrivés depuis, les packs tactiques ne sont pas encore figés. On se garde la possibilité de faire des petites modifications. Déjà parce que, typiquement, des questions comme celle qui vient d'être posée, on veut être sûr que tout est bien réfléchi et que ce soit le plus fluide et le plus naturel et le plus immersif pour tout le monde. On cherche aussi à ce que les différentes combinaisons de choix de groupes de packs tactiques ne se déséquilibrent pas trop. Et puis, on cherche aussi à être sûr de financer ce matos et que on maîtrise les différentes options qu'on propose. Donc, on a toute une liste de choses qu'on souhaite rajouter dans ces groupements aéroportés. Là, on est sur la version publique. Dans notre version de brouillon de travail, il y a plutôt 7 à 8 lignes par groupement tactique. Et donc,
il y aura des modifications qui seront amenées d'ici à l'événement. Mais vous avez, je pense, déjà capté quel était le spirit de chacun des packs tactiques. Il y en a un qui est plutôt sur le mouvement, l'autre qui est plutôt sur le statique, et le troisième qui est plutôt sur l'information et ouais, la guerre de l'information, quoi. J'ai une petite question justement sur le drone Ares Alpha. Est-ce que vous avez délimité la portée pour l'instant? Oui. Le nombre de fois où il peut être utilisé? Le chiffre que vous voyez devant la fonction, c'est le nombre de fois. Ok. Typiquement, on peut voir que pour le groupe du 13, on a prévu qu'il y ait 2 fois. Voilà. Pour le reste, c'est une seule fois. Mais on est encore en train de voir, Hmm. en fonction des autres lignes qu'on est en train de travailler et qu'on va rajouter, on changera peut-être les nombres pour faire de l'équilibre, pour équilibrer. Et puis, ce qu'on vous demande aux factions, c'est de décider quel est votre pack tactique avant le 31 août. Ça laisse le temps d'y réfléchir, ça laisse le temps de décider, quelle que soit la méthode de décision ou groupe de commandement ou toute la faction si vous le souhaitez faire un vote. C'est indicatif, ce sont à chaque fois des choses qui peuvent clairement dynamiser le jeu et créer des petites perturbations, mais ce sont quand même pas les packs tactiques qui font qu'on gagne ou on perd. Nous, on en est à cet état-là de préparation sur les packs tactiques. Ça vous permet, avec le détail, de déjà pouvoir y réfléchir. Et puis surtout, si vous avez des idées, n'hésitez Moi, j'ai une petite question supplémentaire sur la MG. Donc, ce sera le même format un peu que la dernière fois. C'est-à-dire qu'on aura une batteuse qui sera alimentée en billes par l'organisation. Et Oui, j'imagine qu'on pourra la trimballer, celle-ci, ou elle sera fixe. justement, celle-ci, vous pourrez la trimballer. C'est pas grave si c'est une squad qui a déjà une ou des batteuses dans la squad. Il y aura une troisième, quoi. C'est ça, c'est la vie. C'est ça l'idée. C'est un peu la Euh, squad qui va balancer du lourd. Ok. il me semble qu'on Ceci dit, avait oui, dit qu'elle restait sur les positions prédéfinies. c'est un point qu'on a déjà noté. Ça reste à définir. Voilà. Vous voyez, la MG, il y a marqué une MG, il n'y a rien derrière. C'est pas pour rien. C'est parce que justement, on s'est posé beaucoup de questions, dont celle que que tu viens de mettre en avant, et on veut être sûr de trouver le bon compromis entre déjà le fun des joueurs, l'équilibre de jeu et la logistique d'orga. Et c'est pas toujours simple. Ouais, parce que s'il faut poursuivre les mecs avec un sachet de billes pour les recharger en C'est continu, juste pas ça va être possible ça. compliqué. C'est ça. Après, pourquoi Ouais, pas c'est pas définir possible. un nid de mitrailleuse ou un ou deux nids de mitrailleuses qu'on peut positionner en avance de phase sur Oui, les c'est ça. Bah, On, faut qu'on travaille Ok. encore un peu plus sur les détails, quoi. C'est ça, on doit travailler les détails. À chaque fois qu'on se pose une problématique, on essaye de laisser le plus de liberté possible. En fait, on ne met des contraintes que quand c'est un risque de mauvais jeu pour les gens. Au cas sur BS4, c'était une très bonne idée. On s'est bien éclaté avec les MG qui étaient dispo. Ouais. J'ai des vidéos d'Anatole sur les MG, c'est rigolo. Les amateurs. De ce que je comprends, les groupements tactiques, là pour le moment, ils n'ont pas été finalisés et ils n'ont pas été testés non plus. Je veux dire, pour le moment, tu sais pas s'ils sont équilibrés entre eux. Tout est dit. C'est vraiment quelque chose qu'on a souhaité ajouter. C'est principalement Archie qui a porté cette idée depuis le départ, donc bravo à lui. Malheureusement, il ne pouvait pas être là ce soir. Voilà, nos objectifs, c'est déjà de rendre le jeu plus riche, de renforcer comment dire, l'immersion, enfin la préparation et l'implication des joueurs. Et puis, moi je trouve que les packs tactiques, un peu comme les identités de faction, ça rajoute un peu plus d'immersion. Voilà, ça permet de créer de l'identité aux factions et ça permet de générer de l'imaginaire, etc. Et on kiffe tous ça, quoi. En plus de ça, il y a des vrais choix, quoi. Typiquement, moi je trouve que le pack du génie, je le trouve velu, quoi. Voilà, un avant-poste supplémentaire, une EMG et 200 mètres de limitation de terrain. Voilà, c'est statique, C'est hein. le sous-entendu de Par ma contre, question de savoir si c'était balance ou pas, tu vois. Parce que voilà. le pack de génie, je le trouve vraiment fort. Bah oui, je le trouve costaud. Mais en même temps, t'es statique, donc t'avances pas dans les drapeaux. Après, est-ce que vous laissez la marge de manœuvre de éventuellement limiter légèrement, ou pas du tout légèrement, ou carrément limiter un avantage le jour J si à midi on se rend compte qu'il y a une squad qui est à 2 mètres de prendre un drapeau à 13h et qu'ils l'ont fait Non. en. Non. Ce qu'on a fait sur tous les Battle Squad, c'est que on n'est pas là pour empêcher les gens d'être bons. S'il y a une faction Non, je parle qui pas est des bons. meilleure que l'autre et que tous les drapeaux sont pris, c'est la fin du jeu et on recommence. En D'accord. fait, dans l'idée, quand on lance une partie, ben, on peut pas l'arrêter ni la modifier.
On a remarqué quand on fait de l'airsoft que si une règle est changée en cours de partie, bah, c'est une catastrophe assurée dans 100 des cas. Donc là, en fait, ben, si, il y a un pack qui est déséquilibré par rapport aux autres, et ben, on le saura pour le numéro 6. Voilà, OK. mais on fera avec le 5. A On priori, verra, franchement, ça c'est pas si déséquilibré que ça quand même. Bon, on y ça fait un petit moment qu'on y réfléchit. Il y en a pas un après qui sera abusément plus fort qu'un autre, quoi. après l'idée, c'est d'avoir un pack par squad avec une limite de pack Faction. par équipe. Non, par C'est ça? faction. Ah, par faction. D'accord. Ah oui, donc c'est pas Ouais. si déconnant que ça. D'accord. Ah oui, Non, oui, non, et puis après, ça dépend si c'était toujours de ça par comment tu squad, mon l'utilises, gars, hein. laisse Bah ouais, tomber. c'est pour ça que je me disais, si on devait choisir une par squad et que tout le monde prend génie, ça peut vite être le bousin, quoi. Ça va plus Bah, de toute bouger. façon, il y aura Bah, plus, ça va être on n'a pas 14-18, le quoi. budget, hein. On n'a pas de quoi équiper 16 MG, tu vois, gratos comme ça. Enfin, gratos, voilà. Ouais, ouais, bien sûr. Non, non, c'est vraiment un pack par faction. Et c'est pour ça que, oui, ça amène une dimension supplémentaire. Et pour un premier test, c'est déjà cool, sachant que, comme je disais tout à l'heure, on a prévu d'autres lignes qu'on risque de rajouter, on risque de les modifier pour vraiment affiner tout ça. Et donc, voilà, vous les avez. On va les publier, bien entendu, sur le Discord. Ça alimente la réflexion. Si vous avez des questions, si vous avez des idées, et ben surtout n'hésitez pas à en faire, voilà, à les partager et puis ça nous permet d'être le plus près possible pour cette première expérience. Tu l'as peut-être déjà dit, mais juste une petite question. Comment ça se matérialise le barbelé? Oui, Je dis, on va pas mettre du barbelé sur le terrain. si, Non, non, les rasoirs là. ouais, Non, non, prenez des gants, hein. Parce que comment les squads elles vont gérer justement c'est juste du fil ce de bar fer enroulé qui va être posé au sol et quand ce sera possible, tendu sur de la paracorde, de façon à ce que ça fasse un obstacle, un peu physique dans le passage, quoi. Voilà. Et là, c'est clair qu'on s'appuie sur le fait que les joueurs jouent le jeu, mais tout comme les joueurs OK. jouent le jeu d'être touchés par une bille, quoi, tu vois? Donc, Ah OK. voilà, là, c'est une représentation, pour vous dire, encore Matériel, une ouais, fois, OK. l'étape où on en est actuellement, c'est qu'on va acheter 4 fois 4 rouleaux de 100 mètres et peut-être 8 si les 2 factions prennent les packs du génie. On va leur mettre un coup de bombe orange et il y aura un fil de fer orange fluo qui sera tendu en tortillon sur le sol sur 5 mètres. Voilà. OK. Les factions ont enfin, presque à chaque fois, choisi un côté du terrain sur lequel elles bloquaient et l'autre côté sur lequel elles poussaient. Mmh. Ça a été extrêmement rare quand on regarde tous les replays à Rest Alpha, qu'il y ait eu du statique sur l'ensemble, sur toute la largeur du front, ou qu'il y ait eu du push sur toute la largeur du front. Et donc, là, ça va avantager un côté ou l'autre. Ils sont tous bien dans l'ensemble pour moi, c'est la façon de l'utiliser derrière qui rentre en jeu et la stratégie que tu mets en place sur le moment, quoi. Enfin, la tactique que tu déploies sur le moment, mais c'est une bonne nouveauté. Cool. Bon, je vous propose de participer à l'échange on va publier, on va créer un post dédié au pack tactique et en fait, tout le monde pourra y participer et je vous propose de le faire par écrit, voilà, pour pas rentrer trop dans le détail. Je reviens sur le flyer pour parler des marshals. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a décidé de dédier 3 € du PAF par joueur pour les marshals, pour être capable de faire une compensation financière à hauteur de 50 € par jour par marshal. Donc ça peut être du plein d'essence, ça peut être de la commande de matos. Bien entendu, on va pas faire un chèque avec un contrat de travail, mais l'idée c'est de faire de la compensation financière. Est-ce que il y a des questions là-dessus et surtout s'il y a des retours de ce que vous pensez de ce système? Moi, j'avoue que ça m'intéresse. Je trouve ça très bien, perso. Moi, je trouve ça comme système très très bien. Au contraire, ça, justement, ça pallie au problème qu'on a du fait qu'il n'y avait pas forcément assez de Marshall qui avait pu être monté au BS4. Mais là, d'ailleurs, je vois une information que je trouve super importante. Et alors, ça a peut-être été dit parce que je suis arrivé en cours de route. Si ça a été dit, je suis désolé. Mais le nombre du joueur sur l'OP. Je sais que moi, je l'ai vu remonter plusieurs fois le fait qu'on potentiellement on avait été peut-être un peu trop et que du coup justement ça avait créé cette ligne de front sur le BS4 où c'était un affrontement permanent, sauf qu'il y avait cette obligation de faire des allers-retours pour les billes, etc. Si jamais il y a des barbelés ou d'autres systèmes qui viennent se mettre au milieu sur la ligne de front, est-ce qu'on risque pas d'être un peu trop mis à l'étroit? Est-ce qu'il y a une limite au niveau du nombre de joueurs qui est fixé par rapport à BS4? C'est une très bonne question. Vu que c'est un bac à sable, on considère que notre plafond, c'est le nombre de canaux radio.
Pourquoi? Parce qu'on est à peu près persuadé que ces mécaniques de jeu, elles peuvent fonctionner même si on est plus qu'ABS4. Ceci dit, pour que ça fonctionne bien, il faut jouer avec plein de facteurs et régler les curseurs de chacun de ces facteurs. Typiquement, est-ce qu'il y a des limites au terrain? Est-ce que les joueurs ont tous bien lu le flyer, qui pour moi est le critère numéro un. Est-ce que tous les joueurs, est-ce que nous on a mis en place des mécaniques de jeu qui permettent à chacun d'économiser sa fatigue et donc son envie de prendre des raccourcis avec les mécaniques de jeu. Voilà, je trouve que ça, ce sont des facteurs qui viennent beaucoup plus impacter la qualité du jeu que vraiment le nombre en tant que tel. Même si, bien entendu, si sur BS3 on était 120 et que sur BS4 on était 180, on n'a pas fait le compte exact, mais ça veut dire que, allez, statistiquement, il y a à peu près 60 joueurs nouveaux. Si ces 60 joueurs nouveaux, ils n'ont pas lu le flyer, bah forcément, c'est source de chaos pas possible. Donc c'est pour ça que nous, on a continué à pas vouloir forcément se mettre une limite du nombre de joueurs, même si, comme je l'ai dit dès le début, on s'attend à, avec un événement en septembre, à ce qu'il y ait moins de joueurs qu'au printemps. On pense qu'il y aura à peu près aux alentours de 120 personnes. Mais bon, on n'en sait vraiment pas grand-chose en fait. Ouais, c'est encore Euh, un peu tôt, mais bon. Ouais, c'est clair. 120-140 personnes. Après, le terrain, lui, il peut accueillir 200 personnes comme à PS4, sachant que ben là, il n'y a pas de limite. Donc, va falloir aussi que les commandants gardent, enfin, créent une réserve, fassent un roulement en fait entre les squads. Donc, bon, ça devrait compenser les barbelés, et le blocage du jeu que tu parlais, quoi. Mhm. D'accord, pas de souci. Mais on sera pas, Après, enfin, on sera pas j'ai. 200, on sera pas 200. Non, on Ouais, sera bien pas. sûr. J'ai potentiellement une autre question, mais j'ai pas envie de monopoliser la parole. Vas-y, Ah, vas-y, vas-y. vas-y. J'aurais une question par rapport aux limites du terrain, justement. Parce que je l'ai Ouais. lu le manuel, alors je l'ai lu un peu en travers, même si j'ai essayé d'y passer un petit peu de temps, donc il y a peut-être des passages que j'ai pas forcément chopé. Mais par rapport aux limites du terrain, là aussi, il y avait eu des retours comme quoi il y avait des équipes qui étaient passées outre parce qu'ils n'avaient pas fait attention forcément à S-Alpha, parce que c'était pas sur le coup, ils n'avaient pas forcément fait très attention. Est-ce que là, il y a des pénalités qui sont prévues, ou bien est-ce Alors, que c'est toléré, ou... en fait, sur les limites du terrain, ouais, elles sont physiquement matérialisées par un grillage de 2 mètres de haut. Et si tu franchis un portail, là, pour le coup, t'es hors jeu. Voilà. C'est... D'accord, pas de souci. Donc, je veux dire, là, il n'y a pas de... C'est clair, quoi. Pour préciser un tout petit peu la réponse, le plus simple, c'est d'afficher la carte. En gros, le terrain, si vous regardez sur Google Maps, vous avez les coordonnées déjà là sous vos yeux et puis dans le flyer. En gros, le terrain, il est plus grand que ça. Là, ce qu'on voit sur la carte, c'est à peu près une superficie de 40 hectares. Et nous, Ok. déjà, il y a toute la partie nord-est qui n'est pas une zone jouable, puisqu'il y a un barbelé physique, pardon, pas un barbelé, une clôture sur toute la partie nord-est. Il y en a une également sur les bords du terrain. On voit le champ à gauche, on aperçoit la route en bas à droite. Donc là, il y a une clôture. C'est pas possible de sortir du domaine. Pourquoi? Parce que c'est un domaine de chasse. Donc de toute façon, quand ils font des lâchers, ils veulent pas que les bestioles elles s'en aillent. Donc déjà, il y a Ok. ça. Nous, on a décidé de contenir le jeu sur cette portion-là du terrain, mais sans mettre des limites. Par exemple, sur la carte de BS4, si je prends une diagonale A7, I11, il y avait une ligne. Et quand les gens passaient au sud-ouest de cette ligne, ils sortaient des limites du terrain. Et ça pose un problème. Ce qu'on a décidé de faire sur BS5, c'est de ne pas mettre de limites virtuelles au terrain. Si les équipes Ok. décident de complètement contourner, elles peuvent le faire. Ça va leur prendre beaucoup de temps. Pendant ce temps-là, elles ne sont pas dans le feu de l'action. Et le fait que de toute façon sur Battle Squad il faille prendre les drapeaux dans l'ordre fait que c'est bien gentil de vouloir faire des énormes contournements pour aller à 3 drapeaux plus loin, mais de toute façon il ne pourra pas être capé. D'accord. Bon, ben nickel. C'est Voilà. très clair pour moi. Merci. On avait envisagé 2 autres solutions où il y avait des limitations de terrain, et à la fin, on s'est dit que c'était la solution la plus simple, la plus sûre d'être respectée et la plus facile à gérer pour nous, Orga. Parce que sinon, il allait falloir dédier un Orga qui allait passer toute sa journée à mater Aras Alpha et à surveiller les groupes, quoi. Et un autre qui va leur courir après ou qui les contacte par radio pour leur dire vous êtes démoralisés parce que vous êtes sortis du terrain. En fait, ça devenait ingérable et puis c'est pas intéressant pour la personne qui le fait. Là, bah, c'est les équipes qui se gèrent, quoi.
Et en même temps, ça ouvre une fenêtre tactique de contournement, Oui, c'est justement. ça. Ça ouvre une possibilité supplémentaire d'attaque et de défense. Ça C'est donne ça. plus de liberté, ouais. Non, ça me Ouais, semble plus de très très liberté, bien. ouais. C'est une très bonne idée. Quel problème? Il n'y a pas de problème. On a fait disparaître un problème. Pouf. Oups, voilà. Bon, le reste, c'est assez classique, c'est des trucs techniques. Si vous avez des questions sur la partie technique, il y a pas de problème pour vous y répondre, mais je vous avoue que pour moi, c'est des choses J'ai une petite qui question rapidement. oui? Est-ce que les cadres rapprochés des capitaines peuvent avoir des répliques en dessous de 1,5 ou c'est 1,2 comme les fusiliers? Ça sera un 2 puisqu'il n'y a pas de rôles spéciaux dans les squads de capitaine. Ok, merci. Pas de rôle spéciaux à part le médic, on est d'accord. À part le médic, ouais, tout à fait, pardon. Ouais, pardon. Il y a ni DMR ni soutien dans les squads de capitaine, a priori, mais c'est quand même une question intéressante, j'avais pas réfléchi. J'ai pas réfléchi, mais c'est pas non plus une squad de combat, donc Oui, mais je me disais, peut-être pour éloigner justement les groupes loin, ce serait mieux d'avoir des répliques qui peuvent tirer un peu plus loin, peut-être pour les sauts de capitaine. Au moins pour tenir à distance. C'est mmh ouais, juste ouais, oui, C'est c'est pas un argument inintéressant, hein, clairement. c'est pas voilà, c'est un argument qui mérite d'être pris en compte, ouais. Après, de ne pas avoir de rôles Voilà. spéciaux, pour le coup, ça apporte un aspect tactique où tu dois réfléchir beaucoup plus intelligemment à ton déplacement pour éviter de te retrouver à portée de feu ou quoi. Le fait qu'il Tout n'y ait à pas fait, ouais, de alors rôles spéciaux à part médic, moi je trouve pas ça déconnant. ouais, Mmh, c'est vrai. ouais, ça fait partie des avantages et bon, il faudra qu'on vote ça entre nous. Ça t'oblige à réfléchir à ton placement d'escouade aussi. Ouais, Ouais, c'est ça. ouais. Ça peut jouer en ta faveur et en ta défaveur parce que si t'es capitaine et que tu comptes sur le fait que tu des personnes pour te secourir, que tu gères mal ton placement d'escouade, potentiellement, tu vas offrir une brèche à tes adversaires qui vont en profiter pour dégommer l'escouade. C'est Oui, vrai. logiquement, une squad de capitaine, c'est censé être, quand même, assez fragile au contact. On a reçu, pour info, une demande, il me semble que c'est Arès justement, pour, savoir si, une squad de capitaine pouvait monter au-delà de 4-5 personnes et en fait, Oui, on en a justement pas mal discuté, avant-hier et pour nous, en fait, c'est pas compatible avec l'esprit du rôle de capitaine. C'est cool qu'il soit pas solo, déjà pour gérer tout ça, pour faire la coordination, donc il y a un lieutenant. C'est cool qu'il y ait des gardes du corps pour pas qu'il se fasse fumer comme une saucisse en plein milieu du truc, mais heu, mais ça devient pas un groupe de combat pour autant. C'est Ouais, un ah, rôle de coordination et de totalement, c'est une demande de notre part, en effet, pour des raisons purement d'effectifs. Donc, c'est vrai que c'était une ouais. question qu'on se posait, donc merci pour la réponse parce que et d'ailleurs, je trouve que la réponse est aussi très cohérente, hein, donc, et c'est cool d'avoir demandé, de toute façon, faut toujours demander, il y a pas de question bête et voilà, après ça faisait une squad de 7. Bon, en fait, ça faisait une squad tout court, quoi. ouais, c'est ça, donc tout a Après, l'air on était 8, dispatché, mais ça faudrait de toute façon, c'est au niveau du dispatch, c'est qui gère ça chez vous, les gars? C'est Archie qui s'occupe plus particulièrement, des inscriptions. Après on se parle, tous les jours ou presque, donc de toute façon, les sujets, ils sont partagés, quoi. OK, reçu, ça marche, top. Et d'ailleurs ce soir, il pouvait pas être présent, mais on a pris, presque 2 heures pour, préparer juste les éventuelles questions ce soir, donc c'est pour ça que même sur ces sujets qui lui reviennent plus particulièrement à lui, on est capable de vous répondre. Voilà, je vous propose maintenant, tout simplement de poser vos questions. Moi, j'ai une question super importante. Qui a fait le quiz? Parce qu'il y a vachement de questions pièges. Genre la veille à 19h, une chipot dans la main. Moi, j'ai vachement hésité pour répondre. C'est sûr. D'ailleurs, j'ai grave kiffé ta réponse. Heu, on l'a fait en collaboratif. On fait quasiment tout, tous ensemble. Ah, c'est une bonne initiative, je trouve. C'est très cool. C'est pareil, c'est une nouveauté, ça nous semblait indispensable de le mettre en place pour pousser chaque joueur individuellement à avoir un minimum mis les yeux dans le parce que sinon, voilà, on a eu des équipes sur BS4, clairement, sur 8, il y en avait, 1,5, qui l'avaient survolé, quoi. Bon, bah, ça marche pas. C'est pas possible, ça crée trop de de distorsions et de mon point de vue, je pense que c'est quelque part aux orgas de communiquer et de remettre le couvert, autant que possible là-dessus. Vous avez vu le quiz, hein, c'est pas non plus, 50 questions hyper pointues machin, le but c'était juste de pousser les gens à lire le flyer, en fait. Mais derrière, c'est aussi la responsabilité des commandants, capitaines et squad leaders de pousser leurs effectifs à ce que chaque joueur individuel, il se mette, dedans et typiquement, leur mettez pas la pression trop longtemps à l'avance, en tout cas pour les moins motivés, mais par contre, dans la quinzaine qui précède l'événement, il faut qu'ils le lisent, quoi. Voilà et il y a le quiz, il est pas compliqué, hein, pour avoir juste, franchement, faut pas trop se casser la tête. Mais par contre, remettre les yeux dans le flyer dans la quinzaine avant l'événement, ça, c'est vraiment important. Donc voilà, et gardez ça en tête pour animer vos factions, s'il vous une autre question? J'avais une petite question par rapport aux mécaniques de démoralisation. Déjà, pourquoi? Et
enfin, de point de vue extérieur, j'ai jamais testé de cette mécanique et j'ai trouvé que c'était peut-être un peu, c'est un peu overpowered parce qu'on peut sortir 2-3 mecs déjà assez facilement en se planquant, alors, ça fait déjà la moitié d'une squad. Bonne La question. raison est ouais, la raison est toute simple. Est-ce qu'on Heu laisserait pas un vétéran répondre? Excuse-moi de te couper, Pog. Ouais, je voulais ah Moi, je oui, trouve répondre. que oui, oui, s'il y carrément. a Ouais, ouais. s'il y a des gens qui l'ont Il y en a vécu qui, sur le terrain et Ouais. qui ont envie d'en parler, je vous invite à prendre la parole. En vrai, c'est une super mécanique, je trouve, parce que ça pousse à rester collés serrés, à se protéger les uns les autres et à pas faire des charges de débilos en mode jusqu'au dernier, quoi. Bon, on le fait quand même, mais en bonne intelligence. Et, Pardon. ce qui est sympa, c'est que ça dynamise vachement parce que, en fait, je pense qu'on a tous vécu des parties où, en fait, tu te retrouves, il y a un seul gars au milieu de tous ses potes morts en train de tartiner l'équipe adverse et c'est plus très fun, quoi. Alors que là, on est obligé vraiment, tu as ton médic qui est obligé d'aller voir les blessés sous le feu ennemi, à baisser la tête, soigner les gars et en tant que squad leader. Alors oui, pour la petite info, moi, j'ai fait les 3 derniers BS squad en Battle Squad, pardon, en tant que squad leader. Et en fait, ça t'oblige à garder un œil sur tous tes gars en permanence et à vraiment coordonner ton équipe et à rester tout le temps soudés ensemble, en fait. Et ça mène vraiment une autre dimension à ce genre de partie, je trouve. Et puis pour revenir à ce que tu disais, ça permet de favoriser la cohésion et le jeu en équipe, ce qui est l'une des valeurs en fait qui est promue depuis le premier Battle Squad. Clairement. Je suis d'accord, ça évite d'avoir des groupes de 3 personnes qui se barrent faire les roamers dans leur coin et ça, ce qui casse un petit peu l'ambiance du jeu. Bah, surtout, effectivement, la démolarisation va de pair avec la cohésion de la squad. Et ça, c'est super important parce que ta squad doit être toujours soudée. Et je pense que tu as dû en faire des parties où tu avais une squad de départ et en fait, au bout de 5 minutes, tu te retrouves à 2 pélos, tu as la moitié qui est d'un côté, l'autre moitié de l'autre côté. Et en fait, cette mécanique-là, elle sanctionne en fait ce côté de chacun fait son truc dans son coin et en même temps crée une certaine tension que tu n'aurais pas sinon. Puis tu as tout En le gros, OK, c'est merci. qui vient avec. trop bien, Pour la démolarisation. différence, je comprends effectivement pour pas qu'il y ait, des squads qui se séparent tout simplement. Et OK, merci. Ouais, c'est Voilà, vraiment en la fait, c'est ça. principale raison. Quand BS a été créé, la question c'était, enfin l'objectif c'était OK, on joue en groupe et la question c'était comment garder un groupe sur une journée? Et la seule réponse qu'on a trouvée, ben, c'est la règle de démoralisation. Et après, bah, ça apporte tous les avantages en fait, qui viennent de te décrire, quoi. Voilà d'où ça vient. Puis Et ça en vrai, on n'est pas, tu vois, sur 8 personnes, plus de 50%, ça veut dire 5 personnes. Si tu as 4 personnes sur 8 qui sont touchées, tu es juste à 50%. Tu es pas à plus de 50%. Donc du coup, 5 personnes sur 8, oh, la squad, tu l'as un peu pliée quand même, hein. Tu plus du slip là déjà. ouais, et puis OK, ça pardon, j'avais cru lire 4, autant pour moi. C'est plus que 50%. Et oui, c'est au-delà de 50%. C'est plus de 50% des effectifs. Et puis ce que je trouve cool aussi, c'est que ça rajoute aussi une grosse importance aux médics, parce que déjà, si dans les 3 personnes que tu as perdues, il y a tes 2 médics et ton squad leader, ça pue du cul. Et ça, de l'autre côté, c'est intéressant de tactiquement se dire, on a identifié les médics, maintenant, c'est les targets prioritaires, quoi. Ça permet d'avoir un impact, de privilégier ces tactiques-là, quoi. Tu es en train de lever un super point, Kat. Dans ma squad, admettons, je suis un gros bonnet, j'ai mis mes 2 médics en front lane pour aller faire de l'explo pour voir ce qui se passe 50 mètres devant. Ils sont tous les 2 touchés. Ma squad, elle devient quoi? Parce que mes 2 médics, je peux pas les techniquer. C'est démoralisé direct? Non, tu peux faire un fort à l'amour. D'accord. Tu peux continuer à jouer autour d'eux et jusqu'à ce que plus de 50% et Jusqu'à ce que voilà, on s'en fout. tu peux aussi décider de retourner au spawn, même si vous n'êtes pas encore démoralisé, hein. On n'interdit pas les gens de le faire, tu vois. OK. Vous n'êtes pas bloqué sur place. Vous pouvez choisir de vous-même d'anticiper le respawn collectif, et en particulier des 2 médics. Vous pouvez aussi être soigné par le médic d'une autre squad, OK, ça c'est bon, ça va. jeu collectif. Ah oui, il y a que les médics qui peuvent soigner, mais c'est pas Mais forcément les soigner médics de les la un petit squad, peu qui c'est ouais. tous les médics. Ça peut faire C'est une un point d'ailleurs à opération préciser, ça. sauvetage. C'est vrai qu'on devrait le préciser, ouais. C'était d'ailleurs une question que j'avais, du coup, que je voulais poser, mais j'avais pas envie de partir dans tous les sens. J'ai pas entendu tout à l'heure, mais si on a, admettons, 2 médics dans notre escouade, les 2 sont à terre. Au précédent opus, des personnes qui n'étaient pas médics pouvaient les réanimer. Là, du coup, on doit se baser sur les autres escouades avec leurs médics pour venir réaler notre et pouvoir s'occuper de notre équipe, ou il y a une Oui. situation qui est accordée où on réa un médic et le médic s'occupe du reste après. Non, que les médics. Que les Ok. médics.
si je La règle est reviens simple, il y a pas de, il y a pas d'exception. sur la mécanique de soins, c'est vraiment les 2 trucs à retenir, c'est ça. C'est les blessés ne peuvent pas être déplacés, seuls les médics peuvent soigner. Ok. Enfin, ce qu'on essaie Et de de faire, toute c'est d'avoir façon le moins de règles possible et les plus claires possible. Donc on c'est fait pas ça. d'exception. Pas de souci. Sachant Non, que c'est seuls très les clair pour le coup. médics seront équipés de garrots et des brassards de soins. Ouais, ok. Voilà. Il n'y a pas d'objectif sur la capture d'un capitaine. Il y a pas d'objectif particulier si ce n'est, disloquer, le dispositif adverse. OK. Il y a pas de mécanique de capture. Il y en a dans Battle Squad Frontline puisqu'il y a une guerre du renseignement et qu'il y a voilà, mais on n'est pas là pour parler Frontline. D'accord, j'ai pas fait. Mais c'est une bonne OK. question, Et hein. c'est vrai On que l'a pas fait Frontline, hein. On a dû parce qu'il y avait pas assez d'inscrits. On compte bien le refaire en 2026. si une équipe de snipers, réussit à abattre un capitaine, bon, Ça, c'est cool. accessoirement, ils auront une petite aula, à la fin de la journée, quoi. Parce que pour le moment, ça s'est pas vu quand même. Ah bah, peut-être que Gant ou d'autres capitaines de BS4 peuvent témoigner, mais moi, je me suis fait fumer 2 fois sur, BS4. Alors, les squad leaders, ils ont géré, hein, il y a pas de problème. C'était moins smooth quand j'étais hors jeu. Nous, on s'est fait attaquer, ouais, 2 fois. À chaque fois, c'était juste parce que, on avait 2 squads complètes qui nous est rentré dedans alors qu'on est en train de faire un point avec nos gars. C'était absolument pas des tirs isolés, c'était vraiment parce que les 2 fronts étaient sur nos gueules, quoi. Oui. Ouais, c'est ça. Bah, viser les capitaines, les médics, voire les radios, oui, ça c'est du Viet Cong spirit ça. Ça, je pense que c'est comme ça qu'il faut jouer, hein. Après, il faut savoir utiliser ton binôme sniper spotter, hein, parce qu'à partir du moment où il tire, il est repéré. Qui touche sa cible ou pas, on sait qu'il est là. T'as plus de renseignements de ce côté-là parce que ton binôme est repéré. C'est un point, qui peut être, important en fait au commandant. C'est, quand tu fais partir une équipe ou un groupe, enfin, ouais, on va appeler ça un groupe de combat, en fait, il vaut mieux lui donner des ordres et enfin, du coup, qu'on va donner ici des indications et pour les équipes de sniper spotter, l'indication c'est, bah, tu peux patrouiller sur le terrain et à ta libre convenance, par exemple. C'est-à-dire qu'il va patrouiller, il va donner du renseignement et s'il voit l'équipe de capitaine, il peut décider de tirer ou pas, en fait, suivant ce que lui pense de la situation. Mais s'il faut, en fait, il part en patrouille avec la mission de ne pas se faire repérer. Et donc, du coup, bah, de ne pas tirer, même s'il a l'opportunité de dégommer un capitaine, par exemple. Ça peut faire partie, en fait, c'est un côté qui est intéressant, en fait, à travailler pour les commandants et pour les capitaines d'ailleurs aussi, puisque eux aussi peuvent le faire. C'est vraiment de donner des billes en fait, de donner des instructions en fait à ceux qu'ils ont sous leur commandement. Ça enrichit déjà le rôle et puis ça peut amener bah, beaucoup de richesse en fait en termes de jeu. Voilà. Sachant aussi qu'un groupe de sniper spotters, bon, il est rattaché au niveau du commandant, mais le commandant peut très bien dire, ok, ben maintenant vous êtes aux ordres de tel capitaine, voire même de tel squad, pour renforcer le dispositif ou ça, c'est à la discrétion du commandant. Il y a beaucoup de façons, il y a beaucoup de petits détails, beaucoup de façons de voir et de jouer. Mais c'est intéressant parce que justement, je vois bien, en voyant en particulier ce qu'a fait Artemis, et les questions que tu poses, que à force de voilà, un BS, 2 BS, là, ça commence à cogiter sur des bonnes techniques puputes et voilà et c'est justement ça que nous, on cherche à créer. C'est, créer un cadre quand même suffisamment, clair et équilibré et immersif pour tout le monde et derrière, bah, voilà, ce sont les joueurs qui font le jeu et voilà, pour moi, c'est là que des mécaniques, elles commencent à vraiment vivre. C'est quand, les gens essayent un peu de les contourner, essayent de trouver, heu, des astuces ou tout simplement découvrent les petites combinaisons, les petites, voilà, des approches intéressantes avec. Là, en fait, pour le commandant, c'est un jeu d'échecs avec, bah, sans voir le plateau et à chaque rencontre entre ces pions, bah, c'est un jet de dés. Donc c'est un jeu d'échecs, plus. Ou un wargame, hein. Ouais, c'est ça, un wargame, absolument. Là, pour le coup, oui, c'est effectivement la bonne définition. Est-ce que les médecins sont identifiés visuellement ou pas? Est-ce qu'ils ont, une croix sur eux, ou, ils sont comme, leur, on peut pas distinguer à la vue, un fusillé d'un médecin? Pas de signe distinctif. OK. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de dress code spécifique. Encore une fois, le but de Battlescode, c'est, d'accueillir, tout joueur qui décide de se mettre un tout petit peu,
de pression pour jouer en collectif, etc., etc. On veut pas, surtout qu'on veut pas non plus en faire des cibles à 3 kilomètres parce que les mecs ils ont une grosse croix rouge sur fond blanc dans le dos. Ouais, bah oui, je me doute. Ok. Bon, c'est juste pour savoir. Mhm. Normal. Et juste pour être sûr, l'écoute, est-ce que l'écoute des radios ennemies est formellement interdite? Oui, Absolument. Et est-ce que le brouillage des communications ennemies est formellement interdit? Tout à fait. oui. C'est déjà suffisamment compliqué d'arriver à se capter. Alors si en plus on va rajouter ce genre de choses, ça devient un enfer sans nom. Pas de souci. Merci à vous. Je n'ai plus de questions. Alors C'est déjà? fait, c'est Mince. carré. Des bonnes Non, mais on est questions. bien. C'était des chouettes questions en plus. Des très chouettes questions. Ouais. Dans les packs d'avantages, tiens, je viens de penser à Redneck qui avait un mortier à fumigène. Ça peut être rajouté dans les packs. Si jamais il y a des joueurs qui nous proposent du matériel qui sont prêts à mettre à dispo, ça c'est des choses effectivement qu'on peut rajouter dans les packs, à la condition effectivement que ça ne bouscule pas l'équilibre entre les deux factions. Mais nous on est assez open sur le matos supplémentaire, que ce soit du véhicule d'orga ou du véhicule de jeu. Voilà, avoir du lance-greu, avoir voilà, si jamais vous avez du matos, vous entendez parler autour de vous dans votre faction qu'il y a des gens qui ont du matos et qui seraient prêts à les prêter ou à les utiliser en jeu, parce qu'on ne peut pas non plus faire tourner à tout le monde, bah n'hésitez pas à nous contacter par MP. En fait, tout ce qui va favoriser le jeu, nous on vote pour. Hein. Est-ce que la présence d'un pick-up sur le terrain peut être utile? D'un point de vue orga, absolument oui, oui et oui. D'un point de vue de jeu, ça va être un poil plus compliqué à intégrer, mais dans l'idéal, il en faudrait 2, un de chaque côté. S'il y en a qu'un, faudrait réfléchir à une mécanique en alternance. Après, si c'est enfin, oui, forcément, c'est le pick-up de quelqu'un, donc en fait, il faut que cette personne soit prêt à le prêter à un orga, avec tout ce qui s'ensuit, et ça, je suis pas très chaud, soit il le conduit lui-même. Du coup, il joue pas pareil. Il joue la logistique. Ah, ça peut être un jeu intéressant, mais bon, il faut être prêt à le faire, quoi. Donc, si vous proposez-nous et on en discute. Et en parlant de grenades et de fumée, est-ce que c'est comme sur BS4, si les conditions météo le permettent, on a le droit de claquer notre PEL en fumigène ou il y a des Tout à fait. restrictions dessus Non, non. Bah après, ça sera fin septembre, vu la... Il y a la seule restriction, c'est de ne pas cramer la forêt. Ok, ok. Et c'est des sujets que on a déjà abordés. Alors, excusez-moi, je diverge à nouveau avec Frontline, mais le fait d'équiper les véhicules sur ce terrain-là, en plus, c'était prévu dans Frontline. Pour nous, ce qui nous semble obligatoire sur tout type de Battle Squad, c'est l'équilibre entre les deux factions. Et donc, avoir un véhicule, ça se fait assez simplement. En avoir 2, ça représente tout de suite un budget de plus, sachant qu'en fonction de la saison, ce terrain-là, il offre pas non plus 10 000 voies pour passer. Moi, j'ai par exemple fait de la logistique avec ma bagnole. Alors, c'est un RAV4, c'est pas non plus un truc de guerre, mais c'est un 4x4 avec des bons pneus. Bon, j'ai dû changer mes 2 pneus avant, quoi. Donc, la logistique de BS4 à 350 balles, je m'en serais bien passé, quoi. Yep. Avec quelques potes, on était sur le terrain pour le dimanche avec la Burning Spear et l'autre assaut. Ouais, yes. En juin, si je dis pas de bêtises. Et Oui, ouais. c'est vrai que par rapport au BS4, je me suis rendu compte que la partie est du terrain, donc la partie un peu marécageuse, elle avait vachement poussé. Et du coup, je voulais savoir si on devait s'attendre à devoir lever les jambes très très haut à cause des hautes herbes ou s'il allait y avoir quelque chose de fait pour aménager un peu le terrain. Ouais! Tu veux répondre, Julien? Là, ça va dépendre de la proprio, en fait. Ouais. Et logiquement, elle est censée faucher avant qu'on joue, mais dans quelle proportion? Voilà. Franchement, elle est assez cool. Elle nous a Oui, dépanné oui. sur pas mal de trucs. J'espère qu'elle va pas faucher la nuit du 26 au 27. Ok, pas de souci. Bon, c'est juste savoir si on était sûr de quelque chose ou pas, du coup, on va mettre des grosses chaussures. Non, mais après, forcément, pour la partie de juin, c'était le pic de l'année en termes de végétation, quoi. Et donc, Oui, c'est bien vrai que sûr. toute la partie à l'est, elle était blindée, quoi. Le seul C'était endroit où il n'y infernal. avait pas des hautes herbes, c'était sous les arbres, quoi. C'était. Ouais, c'est ça.
Mais fin septembre, le terrain, il continuera d'être un petit peu fourni. Ceci dit, il sera quand même plus tassé, il y aura plus de visibilité, il y aura moins à enjamber, tout ça, qu'en juin. Ok, pas de souci. Salut, salut. On a une question avec Redneck, qui va pas être là ce soir, parce que la dernière fois, ça avait été une sacrée galère pour amener et surtout ramener le matos jusqu'à la tente la dernière fois. Du coup, on se demandait si on peut ramener nos motocross, emballer notre matos jusqu'aux tentes, sachant qu'on peut toujours prendre un petit peu de matériel des autres, faire des allers-retours, ça y est, ça peut aider potentiellement à l'orga. C'est surtout pour nous, pour le délire et pour le fait d'amener le matos jusqu'aux tentes. Ouais, ben, la réponse, elle est hyper simple. Si vous avez des véhicules que vous êtes prêts à mettre à dispo, ne serait-ce que pour la logistique orga, c'est déjà énorme. Nous, on est chaud, hein. Tu veux venir avec une moto? Ouais, des petites motos, des 125, rien de violent, hein. T'arrives à transporter des trucs quand même avec ça? Ouais, on peut transporter des sacs et des trucs comme ça à la limite. Moi, j'y Sur le vois pas dos. plus d'inconvénients que ça. On verra avec le propriétaire par contre. Ouais, bah C'est plutôt elle en fait qui va mettre une limite, à ce genre de choses, quoi. yes, ça roule. On va lui Parce que demander, direct, dès que possible, et puis Ouais. on te fera une réponse. Ok, ben ça roule. Bah, en tout cas, la question est posée. Bah, je vous Voilà, remercie, je les donne. gars. C'était tout pour moi. Normal. Merci mec, c'est cool. Bonne idée. Après, effectivement, le chemin principal, il est quand même, pas carrossable pareil tout le long de l'année, et donc en fonction de la période de l'année, c'est plus ou moins facile pour nos différents véhicules personnels de faire la logis. Ce qu'on a décidé, par exemple, sur BS5, c'est de ne plus installer des bancs et des tables au niveau des QG. Pourquoi? Parce que ça nous a pris beaucoup, beaucoup d'énergie de le faire, au moment où justement on a plein d'autres choses à faire et où c'est important pour que le jeu se déroule bien, d'accueillir tout le monde, que tout le monde soit bien dirigé, que tout le monde soit prêt en temps et en heure, et cetera. Donc on grignotera, le cul par terre, sur BS5, mais du coup, nos véhicules personnels, ils seront pas, mobilisés par une logistique, de matos, et on pourra, améliorer la logistique de transport des sacs, des joueurs, de façon, et du matos, des commandants, et les commandants auront quand même de quoi s'installer, très correctement sous les tentes, pas de problème. Mais il y aura pas, de quoi, faire asseoir 180 personnes à 2 endroits différents du terrain, Malheureusement. malheureusement. Yes. S'il y a d'autres sujets que vous vouliez évoquer, n'hésitez pas. Je trouve qu'il y a eu des très bonnes questions. Déjà, je voulais vous remercier parce que j'ai senti que vraiment, toutes les questions qui ont été posées étaient de gens qui avaient déjà, mis l'effort à lire le flyer. Donc ça, franchement, c'est très cool. Merci à vous tous. Je voudrais vous inciter à diffuser la bonne parole autour de vous. Donc n'hésitez pas à, dans la mesure du possible, hein, bien sûr, hein, c'est qu'une journée d'airsoft, mais à, à diffuser autour de vous ce que vous avez compris du flyer, à pousser les gens à se préparer, voilà, à faire vivre le côté RP aussi, qui est très cool. Un gros chapeau côté FLAC. Vous avez carrément intégré le RP. Franchement, c'est trop cool ce que vous avez développé. On a un commandant Aegis pour l'instant qui n'est pas assez présent. Ça va bouger côté Aegis, côté commandement et côté RP. On va compléter son rôle parce que ça peut pas être aussi déséquilibré, et puis c'est vraiment dommage de passer à côté. Le RP, alors je sais que pour pas le blâmer, Théo, il est assez occupé en ce moment, donc on va tout simplement, on a 2 nouveaux candidats pour rejoindre cette squad de commandants Aegis, et donc on va robustifier l'autre faction. Voilà, on a également, plusieurs squads qui sont pas encore, inscrites, et alors que ça fait genre 2 mois qu'elles nous ont dit qu'elles allaient faire. Donc en fait, au bout d'un moment, on va laisser la place à celles qui sont en Bah, ceux liste qui le font, d'attente. quoi. Voilà, à ceux qui le font, tout simplement. Et puis, on est vraiment satisfait de voir que 2 mois avant l'événement, il y a déjà le compte. Donc, à moins d'un cas de force majeure, et je sais pas, d'une tempête de sable ou d'une semaine d'orage qui détrempe le terrain avant l'événement, bah, je ne sais pas pourquoi il serait pas maintenu. Donc déjà, ça c'est cool. Et trempé, fumier, hein. Ouais, non, mais là, je te parle d'un truc où Non, non, oui, c'est, voilà, voilà, il a si pas plu les depuis arbres 2 jours, et par pourtant terre tu en as ou quoi, au-dessus des genoux, quoi. Voilà. ouais, c'est ça. Ouais, ouais, et encore, on trouvera une solution de repli, Après, le meilleur moment que j'ai passé à pour se le BS4, faire. c'était sous la flotte, hein. Ouais, OK. Alors, Ouais,
Moi, j'ai étonnamment pas passé un si mauvais moment que ça sous la flotte. Par contre, je me suis tapé 3 semaines de crève juste après. Ah voilà, c'est cadeau ça. Ah, c'est Sachant cadeau là. que Kurma a la réputation, à chaque fois qu'il y a de la flotte, à ne pas être présent et à fuir le terrain. Ah oui, Ouais, généralement, il y a une c'est goutte, une je suis chatte, déjà dans ma moi. voiture, les gars. C'est normal. C'est normal. Je le J'allais comprends. dire, c'est étonnant que Kurma sous la flotte, Ah, mais ça arrive ça pas fait un peu souvent. Vietnam. C'est vrai. Ça Ah fera ben, je peux te Vietnam, dire que la crève que j'ai eue après, c'est mon Vietnam, hein. c'est pas ma guerre. Ah moi franchement dans mon top 10 des souvenirs Airsoft, il y en a la moitié qui sont sous la pluie. Mais après c'est vrai que les répliques, elles sont un peu fragiles. Ah, je suis plus fragile que mes répliques, perso. Ouais, pareil. Elles ont toujours fonctionné sous la pluie, quoi. Alors que moi. Et Yakavor, t'as survécu à Concorde, hein? Oui, c'est vrai. Je pense que c'était quand même ça a été la pire, en fait, hein. Ah, vu le temps que vous avez mangé, oui, tu m'étonnes, hein. Non, il y avait eu Gemini aussi. Et Gemini, ça a été un peu dur aussi, ouais. Gemini, c'était en 2000. Ah non, j'étais à 2010 ou 2011. C'était sur 3 jours et on s'était chopé un jour et demi de pluie, d'entrée de jeu. Puis de pluie, une belle pluie, ce qui s'arrêtait pas, quoi. Après, derrière, il avait fait beau. Ceux qui étaient restés avaient réussi à sécher. Non, non, il y a de bons souvenirs, ouais, sous la pluie. Bon, mais de toute façon, il fera beau pour BS5. Désolé, les gars, mais Mais oui, il pleuvra pas. mais oui. C'est Et la vie. puis pour ceux que ça intéresse, je voulais aussi vous dire qu'on a, quasiment finalisé notre calendrier des événements 2026 sur lequel on s'est un peu chauffé, voilà. Et on devrait avoir, au moins 3 BS et des petits trucs à côté, voilà. Donc, bah, voilà, n'hésitez pas à participer, si vous voyez des choses que vous pensez qu'il faut améliorer, ben voilà. Et un plan de calendrier au mois d'août, le samedi 2 et 3 août, on organise un bootcamp au domaine du Périgal. Yes. Voilà. Le principe du bootcamp, pour ceux qui sont pas au courant, c'est en gros le samedi, il y a des équipes qui viennent. On a prévu, bah, comme le format de la dernière fois, hein. Tout le samedi, c'est des petits ateliers de préparation. On revoit les techniques de base de façon à ce que les équipes qui ont pas trop l'habitude prennent des réflexes collectifs. Et puis le dimanche, on l'applique sur une partie. Ça permet aussi de dormir dans la verte. Et puis, bien entendu, le samedi soir, c'est barbecue et apéro. Et ça, c'est cool. Donc, n'hésitez pas, les inscriptions sont publiées. Donc, si jamais vous êtes chaud, n'hésitez pas à faire tourner l'info et à nous tenir au jus quand vous savez que. Si vous savez. Voilà. Ça me semble clair. Merci pour ce soir. C'était très cool. Bah, de rien. C'était très instructif. Bon, trop bien. Et puis, si jamais on a un souci, on envoie un message quelque part ou en MP, on trouvera bien. Ouais, C'est ça pour exactement. ce soir. N'hésitez. Et puis, à plus tard. Et avec plaisir. Merci d'avoir été là, les gars. Ça fait vraiment plaisir de vous voir motiver, quoi. Merci à vous. Et puis, à très bientôt. Merci. Merci avec beaucoup, plaisir. les orgas. Et puis, on a très hâte de BS5. Surtout s'il pleut pas. Ça rajoute du RP. Merci à vous d'avoir écouté cet échange. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rendre sur le Discord Battle Squad Event. Et si les échanges qui ont lieu vous ont convaincu, n'hésitez pas à rejoindre l'aventure.